Le constat est saisissant. 36 entreprises représentent plus de la moitié des émissions mondiales de CO2 selon l'ONG Influence Map. Sur une planète où les événements climatiques extrêmes se multiplient et où les contextes géopolitiques et économiques sont plus que jamais incertains, aujourd'hui, qu'en est-il de l'état du changement climatique? Face au retrait américain de l'accord de Paris, face à l'inefficacité des COP, alors que la 30e édition s'est conclue sans réelle avancée majeure, face aux mobilisations, aux protestations sociales et face au déni climatique, que faire? Comment retrouver une emprise sur cette question et trouver des solutions concrètes? Quels tons adopter pour sensibiliser sur ces sujets? Pourquoi le climato-scepticisme continue-t-il à se diffuser en 2026? Alors justement, c'est l'objet de notre émission aujourd'hui. Je vous propose d'échanger ensemble et de vous donner des pistes de réflexion sur ce sujet du changement climatique. On en parle tout de suite avec un étudiant spécialiste de ces questions. Bienvenue dans Enquête Inter. Bonjour à tous, pour cette 5e émission, j'ai le plaisir de recevoir Timéo Lepère. Bonjour. Bonjour. Timéo, tu es étudiant en 2e année de licence de géographie et en journalisme à l'Académie ESJI. Tu es à l'origine du média MétéoStream, auparavant sur YouTube, où tu réalisais des bulletins météo-climat hebdomadaires et aujourd'hui tu as créé un site internet et du contenu sur les réseaux sociaux que tu alimentes au quotidien. Depuis novembre 2024, elle fait aussi partie du podcast étudiant Tour d'Horizon, avec la chronique de vulgarisation sur le climat et l'environnement, intitulée Les ondes du climat. Et c'est donc tout naturellement que je t'ai invité dans mon podcast Enquête Inter, parce que tu t'intéresses particulièrement à ces sujets de l'environnement, d'écologie, de climat. C'est ce qu'on va aborder sur cette émission. On va réfléchir et échanger ensemble sur ces thématiques. On va parler du climato-scepticisme, des impacts de l'économie sur l'environnement, du changement climatique dans le monde et de la diplomatie du climat axée autour des COP. Alors sans plus tarder, on va commencer par l'actualité. En novembre 2025, s'est tenue la COP 30 à Belém, au Brésil, 30e conférence des parties, un rendez-vous indispensable maintenant pour les dirigeants du monde entier sur la question climatique. Avant de dresser le bilan de cette édition, Timéo, est-ce que tu pourrais revenir brièvement sur l'histoire des COP, leurs premiers objectifs, etc. La première COP, elle a donc eu lieu en 1995. C'était à Berlin à la suite du premier rapport du GIEC qui est sorti. C'est le groupement d'experts intergouvernemental sur la question du climat. Et c'était donc en 1990. Ils ont institué beaucoup de constats sur la crise climatique qui était plus une crise, qui n'est plus une crise aujourd'hui, mais plutôt une urgence dans la façon dont c'est traité à la fois dans les médias, on aura l'occasion d'en reparler, et à l'échelle internationale par les politiques. Et ces constats ont mené justement au sommet de Rio en 1992, sur lesquels de très nombreux États, la quasi-totalité des États, ont pris des engagements pour produire des COP, monter un peu ces conférences parties, comme on les appelle, avec un très mauvais accent anglais. Et donc cette première COP qui arrive à Berlin, sur laquelle on s'attaque surtout au constat. Les solutions viendront un petit peu plus tard. À Kyoto, on prend des engagements qui sont particulièrement importants. C'était donc en 1997. Et là, on va vraiment aller vers des engagements concrets, puisqu'on parle de 5% d'augmentation, une limitation de réduction des émissions de gaz à effet de serre en 5 ans. C'est ce qui est dévisé en 1997. Donc ça n'a pas été très, très respecté dans le monde. Aujourd'hui, il se trouve qu'en 2015, on a donc eu un nouvel accord, qui est donc l'accord de Paris, qui était beaucoup plus engageant, avec 197 pays qui avaient signé. Tous les pays du monde. Une bonne partie des pays du monde, il y a quelques pays qui étaient assez restreints dans leur mode d'action. Et puis c'est difficile de les comptabiliser puisque les États-Unis sont sortis à plusieurs reprises, on le sait, en 2017, mais aussi en 2025, c'est récent, c'est depuis, c'est une des premières mesures qu'avait pris Donald Trump. Et donc voilà, l'objectif c'était limité à 1,5 degré l'augmentation des températures. Il se trouve qu'aujourd'hui, on ne peut plus aller vers cet objectif. On peut y revenir, on est certain de dépasser ça il y a un moment ou un autre. Les 2 degrés sont encore envisageables. C'était la limite, vraiment la plus pure et dure de cet accord. Donc ça fait depuis 1972 qu'on parle de la gouvernance climatique. C'est assez récent finalement. C'est assez récent dans l'histoire du monde. Il se trouve que le changement climatique s'est connu depuis les années 50. C'était assez restreint, surtout par les grandes entreprises pour le coup. La prise en main politique, elle est venue bien après, effectivement, dans les années 70-80 et donc plus concrètement dans les années 90, dès les premières sorties de rapport du GIEC.
Et donc on est en 2025, enfin 30 ans après la première COP, la dernière qu'il y a eu, la COP 30, mais aussi 10 ans, tu l'as dit, après l'accord de Paris. Qu'est-ce qu'il faut retenir de cette édition à Belém? Cette COP 30, elle a voulu être, enfin, elle était symboliquement celle qui devait changer les choses. On parle d'une bonne partie des COP des dernières années qui étaient aussi des grandes batacules. Celle-là a été particulièrement attendue parce qu'elle pouvait avoir un basculement sur la question du climat. Avec de nouveaux accords, on a refait un point sur le respect ou non de l'accord de Paris ces dernières années. Il se trouve que bon, le constat est assez alarmant dans le fait est que plusieurs pays, près d'une centaine, ne respectent pas l'accord de Paris en tant que tel. Et donc, on a essayé d'aller vers des mesures. Il se trouve que le lobbying était particulièrement important. Ça, c'est des rapports d'ONG qui sont sortis et qui nous montrent aussi qu'il y a eu énormément d'influence des lobbies et que les politiques ont eu beaucoup de mal à trouver des solutions. Donc, sur la limitation des températures, on a reporté un petit peu les échéances. C'est pas malheureusement dans cette édition-là qu'on réussira à faire légion sur la question. Maintenant, on a eu d'autres accords un petit peu en parallèle, plutôt sur le prisme de l'adaptation. Donc voilà, un accord notamment sur l'investissement, des fonds d'investissement, notamment pour la préservation des forêts. C'était une question qui était très importante avec les populations autochtones qui étaient reçues aussi à Belém sur l'Amazonie notamment. L'Amazonie, c'était la grande question parce que c'était au plus proche de cette édition. Et il y a eu d'autres accords qui étaient un petit peu plus satellites, mais qui comptent quand même. Voilà, il y a pas de consensus en tout cas aujourd'hui sur la réduction des émissions de gaz à effet de serre, en tout cas sur la façon de réduire ces émissions de gaz à effet de serre. C'est moins ambitieux que prévu. Et est-ce qu'on est encore dans le domaine de la prévention, où on va entrer véritablement dans l'action forte pour contre le changement climatique? C'est difficile à dire de mon point de vue. Tout ça, ça dépend de l'action politique. Il y a une grande partie de l'action qui va être politique. On parle beaucoup des citoyens. Pendant de très longues années, on a parlé de l'action citoyenne. Je trouve que Oui, associé aux mobilisations qu'il y avait eu, Greta Thunberg devant le Parlement suédois, et puis des gestes aussi, on a appuyé énormément. des conventions pour le climat. Exactement, mais on appuyait énormément sur les petits gestes qu'on pouvait faire au quotidien aussi. Donc il y avait une certaine pression sur les citoyens pour lutter contre le changement climatique. Il se trouve que le ratio, en fait, c'est 30% d'actions citoyennes, 70% d'actions politiques pour endiguer le changement climatique. Donc les plus grandes responsabilités, elles reviennent aux politiques, en fait. C'est pour ça que c'est très important aussi le vote dans les démocraties et puis l'influence que peuvent avoir aussi des régimes beaucoup moins démocratiques pour le coup sur la question climatique. Et donc, c'est l'occasion aussi de réunir des pays démocratiques, des pays moins démocratiques, ces COP, sur une question qui fait consensus aujourd'hui en 2026? La question des COP? Oui. La question des COP, elle fait consensus. Bon, En tout cas, la question de gouverner ensemble sur le climat. Pas forcément que dans le modèle des COP, mais voilà, sur l'idée en tout cas. C'est assez consensuel sur la façon de faire la gouvernance climatique. On sait que bon voilà, ça ne sera pas à l'échelle d'un seul pays. Tous les pays sont d'accord pour le dire. Maintenant, c'est assez difficile de s'entendre sur une question qui est aussi sensible, sachant que les enjeux des pays sont différents en tant que tels. Si vous parlez à l'Arabie Saoudite, elle n'a pas du tout les mêmes intérêts que par exemple l'Europe. Pour eux, c'est un petit peu, enfin c'est une grande partie de leur économie. Je ne saurais pas le quantifier exactement, ce qui est beaucoup moins le cas en Europe, même si ça résiste un peu. En tout cas, on a une capacité de transition beaucoup plus importante en Europe. Et ouais, il faut prendre en compte aussi les différences qu'on peut avoir en termes d'intérêt entre les pays. Et évidemment, la question du pétrole va se poser aussi dans les prochaines années parce qu'il va y avoir des pénuries au bout d'un moment. On sait que c'est une ressource fossile et une ressource non renouvelable. Donc, par conséquent, au bout d'un moment, ça aura une fin. Dans l'idéal, il faudra que ça ait une fin assez rapidement puisque les énergies fossiles, c'est le cœur du problème. On va en reparler de tout ça. Juste pour terminer sur ces COP, cette année c'est la COP 31, l'Australie qui avait présenté une candidature pour l'organiser avec les îles du Pacifique, pour mettre en lumière les enjeux auxquels sont confrontés ces États insulaires. On en reparlera également. Ce sont les premières victimes donc, du réchauffement climatique. Mais l'Australie a renoncé au profit de la Turquie qui accueillera donc le sommet à Antalya. Cette décision elle a suscité l'indignation, la déception des leaders du Pacifique qui critiquent le retrait de l'Australie et qui remettent en question la crédibilité du processus des COP. Est-ce que toi tu penses qu'à l'avenir le modèle des COP il peut être durable quand on voit tous les revirements qu'il y a dans le monde? Le dialogue, c'est aussi le cœur de la solution en tant que telle. On sait qu'il y a une gouvernance climatique qui est nécessaire. Du point de vue des COP, c'est vraiment l'enjeu premier de leur existence. Et donc oui, ça a vocation à peut-être aller de l'avant. Je vois pas quelle autre solution pourrait émerger pour faire légion sur la question climatique à l'avenir.
Les COP, c'est le grand rendez-vous. On a réussi avec l'accord de 2015, à avoir, vraiment une solution concrète. Maintenant, il faut qu'elle soit appliquée et légiférer à l'international, c'est toujours très compliqué. Mais les COP, c'est le dialogue, on ne peut que le souhaiter entre les pays. C'est ce qui marchera à l'avenir, certainement. Et donc tu penses que ces COP, il faudrait les réformer à l'avenir pour qu'elles soient plus efficaces? C'est un petit peu difficile de répondre à cette question, de mon point de vue. Moi, j'ai un point de vue très observateur sur la question des COP. Le dialogue, il est là. Peut-être qu'effectivement, légiférer sur cette question, ça pourrait être la solution au problème pour, effectivement imposer un cadre et qu'il y ait des sanctions si jamais c'est pas respecté. Je parle beaucoup de l'accord de Paris depuis tout à l'heure, c'est aussi l'enjeu premier. Si on atteint les degrés, on les dépasse, c'est l'accord, on passera outre. Qu'est-ce qui a fait Malheureusement, qu'elle a dû. Qu'est-ce qui a fait que l'accord de Paris, il a vraiment fonctionné? En tout cas, il a réuni un gros consensus de pays, et que là, en 2026, de COP30, on est des pays qui ne participent pas, qui Peut-être que le contexte international était plus favorable, à créer le dialogue entre les différentes parties. Je dirais pas que la question climatique aujourd'hui est très effacée dans les médias. Certains régimes politiques veulent le faire, mais aujourd'hui, elle est au cœur de tout puisqu'on voit qu'il y a des catastrophes un peu partout qui se produisent. Je pense qu'on aura l'occasion d'y revenir aussi, mais c'est très concret, ça s'ancre vraiment dans nos vies de plus en plus. Donc oui, il y a certainement cet aspect-là. est-ce que tu soutiens le discours de la diplomatie française qui dit que, c'est grâce à eux, grâce à la France que les États se sont réunis? Je sais pas si on peut dire ça, en tout cas, il y a une grande part de la diplomatie française qui a fait qu'effectivement les pays pouvaient se réunir. Maintenant, le cœur de la réuni enfin de la réunion a été aussi produit, par les éléments qui sont au cœur de ça, la présidence de la COP. Il y a aussi, les acteurs qui reçoivent. Belém, c'était donc le Brésil, ce sera donc, tu l'as dit, la Turquie, l'année prochaine. Tous ces pays-là ont une organisation particulière et d'ailleurs, on voit en fonction du contexte international et du pays qui reçoit, les pays qui viennent ne sont pas les mêmes. Il y a parfois des boycotts, des choses qui sont menées. Alors ces COP, elles permettent de faire le point sur l'état du changement climatique à l'échelle planétaire. Justement, le dernier rapport du GIEC en 2023 alerte sur une dizaine de points principaux. Je vais en citer, tu me corriges hein, si c'est faux, mais la hausse des émissions de gaz à effet de serre qui est indéniablement causée par l'activité humaine, les océans qui pourraient être 150% plus acides d'ici 2100, entraînant aussi la disparition de 70 à 90% des récifs coralliens, des conséquences dramatiques pour les populations du Bangladesh, d'Indonésie, des Philippines, d'Argentine, des zones situées globalement aux tropiques, en première ligne, etc. Timéo, toi, quel constat global tu pourrais dresser sur l'état du changement climatique à l'échelle mondiale? D'abord dire qu'on est, à 1,3 degré actuellement. C'est, les derniers chiffres qui viennent de sortir, en 2026. C'est une moyenne qui est lissée sur 20 ans. C'est ce qu'on d'habitude, on fait 30 ans. Le changement est tellement rapide qu'aujourd'hui, c'est extrêmement compliqué, de mettre une mesure particulière. Sur les 3 dernières années, on a quand même approché, voire dépassé. Pour la première fois, on a dépassé, sur l'année 2024, il y a 1,5 degré. On était à 1,6. L'année 2025, on est un petit peu en dessous, on est à 1,4, 1,5 degrés, mais on les atteint pas. Et donc c'est quelque chose qui est, assez sensible. On a aussi une prise de conscience, beaucoup de médiatisation d'ailleurs autour, de cette température dépassée, de ce seuil, de l'accord de Paris. C'est historique. Alors ça n'a pas jamais été, observé sur terre. De notre point de vue, si, mais en tout cas la hausse est tellement rapide, que ça n'a jamais été, dans cette échelle-là, à cette échelle temporelle-là, on n'a jamais effectivement eu, aussi chaud, aussi rapidement. Quels impacts ces phénomènes extrêmes, tu en as évoqué certains, et plus fréquents qui vont se multiplier à l'avenir dans le monde, quels impacts elles pourraient avoir sur les populations? Il y a plusieurs régions du monde qui sont exposées à des phénomènes, climatiques qui vont être, extrêmes à l'avenir. C'est triste de le dire, mais il y a certaines régions qui vont devenir inhabitables. Je pense à 2 phénomènes en particulier aujourd'hui dans le monde qui sont extrêmement inquiétants. Dans les régions intertropicales, donc entre les tropiques, l'équateur, dans l'hémisphère nord et l'hémisphère sud, c'est la chaleur qui va poser le plus de problèmes. Par exemple, en Inde, qui a été, fortement touchée, le Pakistan aussi, sont des pays qui enregistrent déjà des températures supérieures à 50 degrés et avec des taux d'humidité, puisqu'on est sur des régions tropicales qui sont très élevés. Or, la chaleur et l'humidité, ça ne fait pas bon ménage, ça rajoute un ressenti qui est particulièrement, dangereux, voire mortel pour l'humain. Donc c'est des régions qui vont devenir inhabitables à plusieurs jours par an. A fortiori, ça causera, des migrations et c'est le cas aussi, pour, par exemple, certaines îles des péninsules insulaires, par exemple dans le Pacifique,
Tu as cité quelques-unes, mais il y a des petites îles comme les îles Salomon, par exemple, qui sont très exposées face à la montée des océans, qui est elle aussi causée par le changement climatique. Donc il y a vraiment des effets qui sont très concrets. Ça va s'accentuer dans les prochaines années, ça va remonter vers le nord. Il faut pas oublier aussi que tout le monde est exposé, y compris les puissances occidentales. On est, un petit peu privilégié par rapport à ces pays-là parce que, ouais, il y a pas de risque mortel en tant que tel, généralisé. Il y a Mais peut-être par exemple quelques années, mais, c'est déjà observé, concrètement, avec, par exemple, le moustique Tiu en France qui remonte. On voit que là, ça commence à nous toucher. Il y a des inondations, il y a des vagues de chaleur. Là aussi, on est, sur des données qui vont être assez inquiétantes dans les prochaines années. Paris, pour nous resituer en France, est une des villes les plus exposées d'Europe face aux vagues de chaleur. En tout cas, c'est une des villes qui pourrait avoir fait le plus de morts face aux vagues de chaleur. On est assez mal adapté, en tout cas, c'est mal, positionné aussi vis-à-vis, de cet aléa-là et donc il va falloir aussi, prendre des mesures. Là encore, on va en reparler, je pense dans quelques instants, tu peux me contredire si tu veux. Oui, oui, alors, bah, tu as évoqué les aspects sociaux, ce changement climatique, il a aussi des conséquences sur l'économie. Le Courrier international prend l'exemple des pays producteurs de café, qui souffrent de températures trop élevées et cela met en péril leur économie à terme. Alors je voulais en parler, parce qu'il y a d'autres acteurs aussi qui agissent sur le terrain économique. Le 13 février, la BCE a annoncé qu'elle sanctionne le Crédit Agricole à hauteur de 7,5 millions d'euros pour n'avoir pas respecté une décision l'obligeant à évaluer ses risques climatiques et environnementaux. C'est l'intitulé, de la décision de la BCE. Alors pourquoi ces multinationales comme, Total Energy par exemple aussi, qui mènent, politique de déforestation en Amazonie, on a pu le revoir à la COP30, des contrats en Afrique, pourquoi toutes ces multinationales, ces entreprises ont du mal à intégrer cette exigence dans leur politique? Il y a certainement, alors elles en ont conscience depuis très longtemps, hein, voilà, il y a certaines entreprises, notamment pétrolières, ce sont une des premières entreprises, qui ont eu conscience du changement climatique. Ça fait très, très longtemps qu'elles en ont conscience. Elles font les choses aujourd'hui, mais il y a des intérêts qui sont prépondérants. Les principales activités les plus rentables, en tout cas pour ces entreprises-là, ça reste bien souvent les énergies fossiles, le pétrole, le gaz. Parfois même le charbon dans certaines entreprises, il y a certaines multinationales qui sont basées sur ça, qui sont d'ailleurs les plus émettrices de CO2 au monde. C'est parfois, un ratio de 3 à 4 par rapport à l'ensemble des émissions dans le monde, donc c'est complètement, enfin, c'est incroyable, quoi. C'est un chiffre qui est très élevé, il est très inquiétant aussi. Oui, il y a un certain conflit d'intérêts entre le fait de devoir régler la question climatique c'est une question de survie sur terre, hein. Faut pas, voilà, on peut pas se cacher derrière et la question du pétrole, des intérêts économiques qui sont aussi menacés par la hausse des températures d'ailleurs et je le disais, les énergies fossiles sont des énergies qui sont non renouvelables donc à terme, elles ne seront plus disponibles. On ne pourra plus, avoir d'économie, dessus. Mais elles ont du mal à intégrer ces exigences à cause, tu l'as dit, des énergies et des enjeux économiques, mais est-ce qu'elles peuvent quand même, faire des pas et avancer pour, éviter ce genre de sanctions de la BCE, par exemple? Là encore, c'est assez difficile de répondre à cette question. Il faudrait légiférer sur la question. Certaines entreprises, comme Total Energy, par exemple, heu, se mettent en position de potentiellement aller vers de l'éolien, du solaire. Aujourd'hui, c'est encore assez minoritaire dans leurs activités. Ils s'en vendent beaucoup parce que c'est voilà, Oui, c'est dans leur politique de communication, mais c'est très vendeur, c'est dans leur politique de communication, comme tu dis et puis non, il faudrait peut-être s'emparer de cette question politique-là aussi pour pouvoir régler ces problèmes. Après, chaque État a aussi sa façon de légiférer sur la question et peut-être que le fait d'avoir, une gouvernance internationale sur, le changement climatique pourrait aussi, régler, régler certains problèmes de ce type. Et pourquoi le Crédit Agricole spécifiquement? Tu as des informations, précises sur ça? Pourquoi une banque, aurait des qu'est-ce qu'elle Les banques qu'est-ce qu'elle ferait en fait contre le changement climatique? C'est ça un peu l'ironie? Il y a plusieurs choses qui ont été, dénoncées à propos trouvées en tout cas à propos des banques, parce que leur financement, ces banques-là, les fonds ne restent pas, dans les caisses, comme ça, à vide et puis on n'en fait rien ensuite, on attend que les personnes les utilisent. Non, ils investissent dans certaines énergies fossiles, donc ils sont liés de près ou de loin avec ces entreprises, ces multinationales dont on parlait, il y a quelques minutes et donc le Crédit Agricole en est une des banques qui est visée. Il y en a plusieurs autres en France, mais aussi dans le monde et donc cet argent, il sert aussi à financer aujourd'hui des énergies, fossiles et la pérennité de ces énergies de fossiles dans le temps.
Et comment on explique aussi ce 2 poids 2 mesures entre, d'un côté, une gouvernance climatique stricte sur ses engagements, les COP et cetera, on l'a évoqué, et de l'autre, un ensemble d'entreprises qui bafouent les exigences en matière d'environnement? On dirait qu'il y a une espèce de séparation. D'un côté, on fait des grands pas, au niveau des politiques, et de l'autre, on a des entreprises qui jouent le jeu sur le terrain de la communication, mais pas sur les pratiques. C'est toujours, je pense, une question d'intérêt. Ces entreprises, on l'a dit, elles ont beaucoup d'intérêt dans spécifiquement les énergies fossiles. On le répète, c'est le cœur du problème, c'est vraiment la chose qu'il faudrait régler dans les prochaines années. Les politiques, eux, ont aussi peut-être la pression citoyenne par-dessus l'épaule, et donc ils sont peut-être entraînés à faire ce genre d'action, à être un peu plus mobilisés sur la question climatique que ces acteurs, ces entreprises. Alors que les intérêts économiques, c'est aussi la vie des entreprises, ce qui n'est pas forcément le cas des États. Et on pourrait avoir une prise, nous, citoyens, sur les entreprises? Il y a de nombreux engagements citoyens, on parle beaucoup d'ONG, qui militent justement pour, avoir peut-être moins de lobbying aussi dans les COP. Mais, voilà, sur la question climatique, il y a beaucoup de pressions, qui sont faites par les ONG. Comment on peut faire aussi pour, peut-être intégrer les populations, hein, sur le terrain, les autochtones, les populations qui, vivent la terre entre guillemets, qui, sont véritablement les premières victimes en fait, de nos politiques, de consommation? Alors il y avait cette question-là justement à Belém qui a été traitée. Généralement, c'est la présidence de la COP et puis le pays hôte, qui décide aussi d'intégrer ces populations-là. Il se trouve que bon, ces populations autochtones sont assez mal, actuellement intégrées à ces décisions. Je dis c'est inédit, c'est la première fois que c'est fait, et c'est heureux parce qu'elles sont aussi, les victimes de ce changement climatique-là. Il y a une grande médiatisation qui est nécessaire aussi autour de cet enjeu-là. On va aussi, y revenir, je pense. Mais voilà, il y a un vrai gap entre les 2, il faut régler le problème. Alors on y arrive. Quelles actions et mesures, selon toi, il faudrait prendre pour tenter d'amoindrir au maximum les effets du changement climatique? Il y a 2 prismes sur lesquels il faut jouer. On parle très souvent d'adaptation et d'atténuation. C'est 2 termes assez techniques, mais en réalité, alors l'adaptation, premièrement, qu'est-ce que c'est? C'est s'adapter face aux conséquences du changement climatique. Donc là, on va très concrètement, isoler les logements pour, par exemple, les canicules, peut-être replanter, revégétaliser, renaturer même, en ville pour faire baisser les températures. C'est des éléments très concrets, mais qui ne servent qu'à, atténuer les conséquences vraiment, de l'élévation des températures sur Terre et tous les changements et tous les bouleversements qu'on a, à l'échelle internationale. Et puis il y a l'atténuation qui est très importante, qui est donc la baisse concrètement des émissions de gaz à effet de serre. C'est ce qui est souhaitable aussi, et c'est ce qu'on cherche à faire principalement dans les COP, même s'il y a une question d'adaptation aussi avec, ces nombreux conflits qu'il y a entre régulièrement les pays les plus vulnérables et les pays dits du Nord, parce qu'il y a une vraie question de vulnérabilité, peut-être d'injustice aussi envers ces 2 pays. Mais en tout cas, ces 2 questions-là sont indissociables. On ne peut pas, dire: «Je vais faire de l'adaptation» ou «Je vais faire de l'atténuation» seul. Il y a une vraie complémentarité exactement entre les 2. Je compare souvent ça à une maladie. On traite souvent la maladie et les symptômes en même temps. Vous êtes tous d'accord pour dire que si on traite que les symptômes d'un côté, bah, la maladie continue de perdurer et donc c'est pas viable à l'avenir parce qu'elle va peut-être surpasser les traitements que vous avez pour les symptômes. Ça, c'est l'atténuation, c'est si on parle que de l'adaptation. Et si on ne s'occupe que de l'atténuation, donc que de traiter la maladie sans traiter les symptômes, si vos symptômes sont insupportables, bah, la maladie prend quand même le dessus et finalement ça ne marche pas. OK. Donc il y a un vrai enjeu autour de ces 2 questions. Maintenant, s'il faut des éléments concrets, l'atténuation, ça passe par la sortie des énergies fossiles pour baisser les émissions de gaz à effet de serre efficacement. Complètement? Complètement, c'est souhaitable. Maintenant, est-ce que ça se fera dans les prochaines années? C'est assez difficile. En tout cas, il faut souhaiter la neutralité carbone, mais maintenant, si on veut repasser sous les 1,5 degrés, en plus de la neutralité carbone, il nous faudra une baisse des émissions de CO2, avec une absorption des gaz à effet de serre qui sont déjà présents dans l'atmosphère pour que ce soit très efficace. Sinon, on a pour des centaines, voire des milliers d'années avant que ce trop-plein de CO2 se résorbe dans l'atmosphère. Et puis donc sur l'adaptation, il y a beaucoup de choses à faire aussi, on l'a dit, hein, j'en ai cité des éléments concrets, c'est s'adapter, à la montée des océans. C'est par exemple déplacer les prémalheureux des populations, se préparer aussi avec, des digues, des choses qui, peuvent limiter l'érosion. On a beaucoup cette question en France,
Il y a d'ailleurs une ville, qui est sur Saint-Pierre-et-Miquelon qui a été déplacée déjà, qui a des populations qui vont être déplacées, dans les tout prochains mois parce que la question de l'érosion pose vraiment des problématiques qui sont très concrètes et qui vont devenir, dans les tout prochains temps. Donc voilà, il y a vraiment 2 prises, c'est indissociable et il faut revenir. Alors, tu as fait une métaphore qui, je pense, est très parlante. Je me rappelle que tu avais fait une même type de métaphore dans ta chronique des ondes du climat sur le podcast Tour d'Horizon, entre la différence entre météo et climat. Est-ce que tu pourrais nous la redéfinir un petit peu, cette différence qui est fondamentale pour bien comprendre ce qui se passe aujourd'hui? La météo et le climat, c'est 2 choses qui sont extrêmement différentes. Vous savez que la météo, c'est ce que vous voyez tous les jours, il fait beau, il fait moche. Bon, on ne le dit plus aujourd'hui parce que, c'est très dans le langage courant. Si on a un langage un peu plus spécialisé, on évite ces questions-là parce que justement avec le changement climatique, il y a des enjeux qui sont très différents. Si vous êtes agriculteur, il peut faire beau pour des touristes et très moche pour vous parce que, voilà, il fait trop sec et que vos cultures ne peuvent plus pousser. Mais sur la question de la différence entre les 2, le climat, c'est sur un temps très long. Donc là, on va parler, sur des 20 ou 30 ans. 30 ans, c'est l'échelle de référence en général, celle qu'on prend effectivement pour, faire des données. C'est les fameuses moyennes de saison que vous entendez, à la météo justement. La météo, c'est vraiment le temps sur une semaine, heu, peut-être 2. En général, on ne va pas plus loin parce que c'est très peu fiable à l'avenir et la métaphore, c'était donc, que la météo serait, votre comportement du moment. Est-ce que vous êtes énervé? Est-ce que vous êtes triste? Et puis peut-être sur une semaine et le climat, ce serait vraiment de donner votre caractère dans son essence profonde. Est-ce que vous êtes quelqu'un de plutôt, gentil, plutôt anxieux? Et même si vous êtes gentil, dans la plupart des cas, et beh, il se peut que votre météo fasse que parfois vous soyez un petit peu plus, méchant, agressif, parce qu'il s'est passé un événement dans votre vie qui s'y prête. Et donc justement cette distinction qui est fondamentale, elle est souvent, mal interprétée, par, beaucoup de personnes. Ce qu'on appelle le climato-scepticisme, c'est le fait, tu le définiras un peu mieux que moi, mais c'est le fait de nier la réalité du changement climatique ou en tout cas de minimiser les effets. Hem, Quel constat on peut faire sur ce climato-scepticisme en 2026? D'abord, il y a 3 types de climato-sceptiques. Il y a ceux qui pensent qu'il n'y a pas de changement climatique, ça c'est fondamental, Aimer du complotisme. c'est du complotisme, mais dans tous les cas, le climato-scepticisme a franchement des liens avec le complotisme. Il y a ceux qui pensent qu'il n'y a donc pas de changement climatique, ceux qui pensent qu'il est d'origine naturelle et ceux qui nous disent qu'on ne peut pas savoir aujourd'hui, qu'on n'est pas en capacité de savoir, que la science n'a pas assez avancé pour qu'on puisse, s'exprimer sur le sujet et donc sur le climato-scepticisme dans le monde, il y a un fait assez, important à retenir, c'est qu'il monte ces dernières années. En France, il y a 38 de climato-sceptiques. C'est très important, ça grimpe, sur les 10 dernières années. Peut-être que c'est un effet des réseaux sociaux. C'est le cas aussi, aux États-Unis, par exemple. Aux États-Unis, c'est 1 personne sur 2 qui est jugée climato-sceptique. Il y a une différence entre nos 2 pays quand même, c'est que les climato-sceptiques en France sont davantage des personnes qui pensent que le changement climatique est partiellement d'origine naturelle. Il y a une influence de l'homme, mais que c'est partiellement d'origine naturelle. Aux États-Unis, ils sont un petit peu plus, fondés dans leur position. Enfin, pas fondés justement, mais très très ancrés dans leur position et ils nous disent que, c'est principalement d'origine naturelle, voire même qu'il n'y en a pas du tout. On voit les positions de Trump ces dernières années avec, ses politiques, où il veut forer et toujours plus forer. Là aussi, il y a des questions d'intérêt économique. Mais, sur les solutions qui sont apportées, en France, on reste majoritairement des personnes qui pensent qu'on peut régler le problème en ayant un changement fondamental de société. Aux États-Unis, c'est surtout basé sur le technosolutionnisme. C'est peut-être un avènement aussi du capitalisme qui est en jeu et qui fait que historiquement, bah, on est plus ancré sur la façon de faire. Mais hors le changement climatique, on le sait, il faudra changer radicalement notre façon de vivre, notre façon de consommer aussi. Et pour ça, les politiques, c'est le cœur du sujet, on le répète depuis Oui, et ce climato-scepticisme, il peut interférer dans la politique, il peut venir dans la politique jusqu'à quel point, en tout cas, ou dans quel est-ce qu'on peut imaginer à l'avenir que de plus en plus de pays se manifestent, climato-sceptiques dans leur politique? C'est à craindre. On voit que Donald Trump, dans son pays, est justement quelqu'un qui a instigé, ce genre d'idéologie avec le fait que, voilà, il faut, forer, forer, forer. La montée de l'extrême droite en Europe fait aussi ce genre enfin, mène à ce genre de constat parce qu'il y a évidemment cette question du climat qui est, mise à l'échelle européenne. Mais vous savez que, par exemple, en Hongrie, le climato-scepticisme est plus présent qu'ailleurs en Europe.
c'est aussi une question de régime politique, aussi une question de propagande qui est instituée à la plus haute fonction de l'État. En Russie, on a aussi des intérêts et c'est aussi le cas. Donc le climato-scepticisme peut déterminer l'avenir du régime, en tout cas l'élection politique. Il peut à la fois venir de la politique. Trump a eu certainement une grande influence sur les populations en général, sur la question du changement climatique. Mais de fait, si les populations sont plus climato-sceptiques, elles sont aussi plus à même d'élire quelqu'un, si on est dans un régime démocratique, qui a des idéaux climato-sceptiques. Et alors comment on peut le combattre? C'est assez difficile, mais je pense que la pédagogie fera toujours un meilleur travail que toutes les violences ou les choses qu'on peut voir sur les réseaux sociaux. Le dialogue, c'est le plus important. On peut expliquer aux gens comment faire et agir concrètement. Se sortir, on parle souvent de ce journalisme de solution en école de journalisme, c'est une grande façon de sortir les gens de leur prisme et de leur dire, bon bah voilà, vous pouvez vous engager concrètement. Dans le pire des cas, si vous pensez vraiment il n'y a pas de changement climatique, bah ça n'aura rien coûté pour vous. Et si jamais il y a un changement climatique, vous aurez contribué à faire changer les choses grandement. Donc s'engager, Ça permet de relativiser aussi, de dire que ça permet de fait relativiser. l'idée aussi. Effectivement, ça permet de relativiser. Et quand on sait qu'il y a beaucoup d'actualités négatives effectivement sur le changement climatique, c'est vraiment, je pense, 99% de l'actualité climatique parce qu'il se passe des choses et c'est les conséquences des effets très concrets du changement climatique. Et comment on peut se redonner un peu la confiance? Parce que nous, à notre échelle, on fait les gestes écologiques et pour en avoir discuté, beaucoup pensent qu'on fait les gestes écologiques qu'on fait, mais de l'autre côté, on a plein d'entreprises, plein de politiques qui n'agissent pas derrière. Donc on a l'impression que ça vient d'en bas, mais ça vient pas d'en haut et que si les 2 ne sont pas ensemble, ça marchera jamais, même si nous, on fait des petites actions. C'est pour ça que le vote est certainement la façon la plus pérenne d'avoir un changement dans la société. Je vous dirais pas pour qui voter sur ce plateau, c'est pas du tout le cœur de mon métier ni rien, mais c'est vraiment la question politique. Et quand on sait que les politiques font le plus gros du travail, bah aujourd'hui, on n'a que ce moyen-là en termes de population. On n'a pas que ce moyen-là, mais il y a aussi un moyen de pression. Et je l'ai rappelé tout à l'heure avec les ONG. Il y a certaines ONG qui partent d'ailleurs quand il y a des COP pour justement aller plus une question de militantisme, une question de remettre la science au cœur du débat dans ces grandes réunions de chefs d'État, parce qu'on dit il y a la pression du lobbying qui vient aussi derrière, c'est des éléments un petit peu conflictuels, mais à la fin, voilà, il y a une bataille à mener pour le climat en tout cas. Et si toi, par exemple, tu regardes des programmes politiques, pour voter, est-ce que tu vois qu'il y a une évolution dans la manière de traiter la question écologique et la question du changement climatique dans les politiques? Alors, ça peut être, au niveau mondial, mais tu peux aussi faire un cas centré sur la France? C'est c'est de plus en plus intégré dans les questions politiques françaises. On en parle dans les débats, peut-être pas assez, parce que l'enjeu il est quand même très fort, c'est la survie de l'humanité. On le répète, on a l'impression que c'est à très long terme, il y a peut-être un effet tunnel où on a d'autres sujets qui viennent s'imbriquer et du coup on ne voit plus que ça. Les changements climatiques passent un peu à la trappe parce que c'est un petit peu plus loin dans le temps. On dit souvent en journaliste que ce qui est proche de nous, et souvent, et c'est géographiquement, mais ça s'applique, je pense aussi temporellement sur la question, qui est proche de nous et très souvent qui est traité de manière prioritaire dans l'actualité. Il y a aussi cette question-là, donc à voir ce que ça donnera dans les prochaines années. On ne peut que souhaiter qu'on ait un petit peu plus de climat dans les programmes politiques et dans les débats politiques. Et alors, tu évoquais le dialogue, on termine sur cette émission. Qu'est-ce que tu penses du traitement médiatique de ces questions d'environnement et de climat? Il y a une grande évolution du traitement du changement climatique dans les médias et c'est une très bonne nouvelle. Dans les années 80, on commençait à en parler avec le GIEC. On avait déjà ce discours assez pédagogique, mais beaucoup moins qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, la chance qu'on a, c'est qu'on a des moyens au service de la pédagogie. Je pense à de nombreuses chaînes de télévision qui, par exemple, ont mis en place des journaux météo-climat. C'est le cas en France, c'est le cas aussi en Belgique. La RTBF a fait le travail derrière France Télévisions cette année, ils viennent tout juste de le sortir. Et donc, c'est des programmes qui permettent évidemment de remettre de la pédagogie, des explications en tout cas aux personnes pour à la fois instituer et chiffrer et donner des statistiques sur le changement climatique, savoir voilà où on en est, faire le constat, donner aussi des solutions et puis expliquer à des personnes qui ne comprennent pas forcément la distinction entre les phénomènes météo, entre ce qui se passe avec le changement climatique et parfois les liens entre certains phénomènes qu'on observe. On pourrait parler des inondations en France, mais je peux vous parler de plein d'autres catastrophes qu'on vit dans le monde et ce qui se passe actuellement au niveau du climat. En tout cas, quels sont les liens
assez proche entre ces deux catastrophes, ces deux constats qu'on peut faire. Donc il y a encore du travail à mener dans les médias? Il y a encore du travail à mener, il y en aura toujours, je pense, sur cette question-là, mais on peut saluer quand même la grande évolution du traitement de ces questions sur les médias. Et est-ce que, dans ce changement climatique global, est-ce qu'il y a quand même des espoirs? Tu penses? Il y aura toujours de l'espoir, il en faut heureusement, sinon on est fataliste et on n'est plus là, enfin on n'a plus de raison de vivre. Si on sait qu'on va tous y passer au bout d'un moment, à cause du changement climatique, tout va s'effondrer, malheureusement il nous en faut de l'espoir en tout cas pour continuer de traiter cette actualité. On dit souvent: «L'espoir fait vivre» et peut-être qu'il continuera à nous faire vivre à l'avenir. Et c'est ici donc, que s'achève notre émission. Merci beaucoup Timéo, Merci beaucoup. pour ta brillante analyse. Merci à tous, chers auditeurs et auditrices, de nous avoir suivis. Comme d'habitude, votre podcast à retrouver sur YouTube, Spotify et Instagram. N'hésitez pas à vous abonner et à partager autour de vous. À bientôt pour le prochain numéro d'Enquête Interne.